Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Me. J'ai le plaisir de recevoir... Pourquoi il sourit comme ça ? J'ai le plaisir de recevoir un professionnel des médias, on peut le dire, et un professionnel de la creator economy également. Wow. Fabrice Florent, juste en face de moi. Salut, comment tu vas ? Bah super, merci. Merci de Bien m'inviter. installé, tout va bien ? Trop bien. On est au top. Bon, toi, t'es complètement habitué aux caméras, au micro. Je suis pas tout ça. habitué d'être de l'autre côté, moi, tu sais. Je suis le gars Ouais, qui est à ta place T'en d'habitude. as pas hein. fait beaucoup des podcasts en tant qu'invité ? Non. Non, t'es pas beaucoup Je invité. cours pas trop après et en fait, tu vois, c'est toi qui es venu me voir et en vrai, en plus j'ai mis des semaines à te répondre. Enfin, tu vois. C'est vrai, t'as fait un peu ta mijaurette. Non, mais c'est- Laisse-moi d'abord écouter, après je te donne une réponse et puis. C'est pas puis ça, voilà, c'est que en fait, je me revenu suis vers rendu moi. compte aussi que quand tu commençais à en faire un, après t'en faisais plein et bah on va en parler, mais je produis beaucoup de trucs, donc il y a un moment donné où il faut que je choisisse entre être dans des podcasts ou faire des podcasts, et en fait Ouais. je préfère faire des podcasts qu'être dans des podcasts, quoi. Bah, Donc, voilà. écoute, ça me fait d'autant plus plaisir de te recevoir parce que je sais que ta présence et ta participation à des podcasts autres que les tiens est rare. Ta parole est rare. Je ne sais pas. Merci Fabrice. On s'est parlé il y a un peu plus d'un an quand j'ai monté Orso Media et j'ai fait une boulette que tout le monde a dû faire. Je t'ai appelé Florent. Ah oui. C'est l'enfer, non ? Ouais, mais Avant de bon. parler de toi, de ton parcours, Mais parlons de ces gens qui ont un double prénom Bah oui. en nom de famille. comme Patrick Sébastien, quoi, tu vois, Comme c'est Patrick compliqué. Sébastien. Et non, mais c'est un vrai truc. C'est marrant parce qu'il y a tout un truc autour de ce prénom. Et j'ai décidé l'année passée de lâcher prise totalement avec Ah ça. ouais ? Ok. De laisser tomber, en fait. Donc vraiment, en novembre dernier, j'ai un moment où je me suis dit, mais en fait, tu vas arrêter parce que tu t'altères, en fait, d'entrée la relation avec la personne juste parce qu'en fait, elle t'appelle pas par le bon prénom. Et en fait, qu'est-ce que t'en as à foutre ? Tu vois, tu peux venir lui placer. Et souvent les gens qui m'appellent Florent, tu vois, je signe en réponse Fabrice, comme ça ils s'en rendent compte. Mm. Mais il y avait des moments où vraiment je répondais en disant, alors non, c'est pas Florent, mais c'est Fabrice. Et limite, c'est pas très grave en fait. Aujourd'hui, il y a notamment des gens géniaux qui me font des commentaires super sur les réseaux sociaux et qui m'appellent Florent ou alors qui m'appellent Fabien parce qu'en plus je me fais appeler Fab. Ah ouais, Et donc les gens double, pensent, double voilà. faute. J'ai fait Mademoiselle après, donc les gens pensaient que c'était une meuf derrière, donc je me faisais appeler Fabienne. Enfin, tu vois, donc il y a tout un truc. Les gens pensent. Florence. Laurent aussi, donc Laurent, Fabien ok. Laurent, c'était toute une blague chez Mademoiselle. Bon, je comprends un peu mieux pourquoi t'as lâché prise. Je me suis juste dit, bon, ouais, c'est pas grave en fait, Ouais. tu le places et en fait si les gens continuent de t'appeler Florent, c'est pas très grave, quoi. La dernière fois que ça m'était arrivé, c'était un collègue chez BFM Business qui avait en nom de famille un prénom féminin. Ça me revient plus, je sais plus Donc lui, non seulement on l'appelait par son prénom, mais en plus on pensait qu'il était une femme. Bah oui. Et pareil, il me disait qu'il relevait plus. Il avait lâché prise aussi. Oui, c'est pas très grave. C'est bien. C'est beaucoup d'ego si tu veux derrière tout ça, donc il faut laisser. Et en fait, en C'est vrai, vrai. vraiment, je me suis rendu compte que parfois ça faussait d'entrée les relations avec les gens, alors que en fait les gens ils viennent te parler, ils viennent te dire des trucs cool, t'es pas obligé de venir lui dire non mais ouais, je m'appelle Fabrice, pas Florent. Voilà. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Ok. Eh ben, je vais t'appeler Thierry. Ouais, avec plaisir. C'est possible après que je ne réponde pas si tu m'appelles dans la rue Thierry, mais ça c'est autre chose. Ah ouais, ah oui, non, parce que tu joues pas le jeu en plus. Bah oui, Ouais, après. non, t'es pas cool. T'es pas cool. Bon, Fabrice, très rapidement, Fabrice, tu es podcasteur, tu as créé un média que beaucoup connaissent, tu vas nous en parler après, que tu as revendu depuis, pas de pluie. parce Ouais, que c'était pas un jour de pluie d'ailleurs. Non, mais non. Donc depuis, tu es aussi sur YouTube, tu fais beaucoup de choses. Mais avant de parler de tout ça, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, d'où tu viens, Fabrice ? Alors moi je viens du nord de la France, du fin fond du nord de la France, à côté dans un petit village qui s'appelle Neuville-en-Ferrain, qui est à côté de la frontière je connais. belge. Pas du tout. Euh, Je t'ai eu, hein. C'était très possible, tu vois. Je me suis J'ai vu dit, le visage de why Fabrice. not ? Vraiment, pendant une demi-seconde, je me suis dit, ok, le mec est tourquenois, et donc il connaît forcément. Tourquenois, d'accord. Qui vient de Tourcoing, parce que c'est juste à Bien sûr. côté. D'accord. Tourcoing est un peu plus connu, Oui. parce que tout à c'est fait. la ville notamment de Gérard Darmanin. Voilà. Pour info. Qui est le plus connu, Tourcoing ou Gérard Darmanin ? Gérard Darmanin, clairement. Ouais. Quoique, je ne sais pas. Et donc ouais, j'ai grandi dans ce petit village. J'ai découvert Internet super tôt, en 1995, donc j'avais 17 ans, 18 ans, un truc comme ça. Ouais, j'avais créé une page web où je mettais mes news en fait, au fil de l'eau. Et en fait, je me suis rendu compte plus tard qu'en vrai, j'avais créé un blog bien avant l'heure.
Mais mes potes, ils me disaient, mais on va pas aller sur Internet pour lire tes nouvelles, quoi, tu vois. Je dis, bon, d'accord. Donc, c'est marrant. C'était il y a fort longtemps. Hein. C'était un autre Internet. Et donc, ton premier job, c'était quoi? Parce que avec ce bagage com, plus cet aspect visionnaire sur le web, c'était quoi ton premier job? Je suis rentré chez Pimki, en fait, par l'intermédiaire justement d'un stage dans cette formation, pour faire leur site internet. Où à l'époque, je suis rentré là-bas en 98, ils n'avaient pas de site internet où ils avaient juste une page. Et moi, je leur avais dit, si ça vous intéresse, on avait genre une OP à faire avec eux, tu vois, tout au long de l'année, une mission à faire en tant qu'étudiant. Et ils m'avaient proposé en fait de faire un stage là-bas, et je leur avais dit ouais, let's go. Et donc j'avais monté un concept de web magazine où en gros on parlerait de mode bien sûr, mais de plein d'autres choses. Donc Pimki, c'est une marque de fringues qui était je sais pas trop où ça en est aujourd'hui, mais à l'époque c'était vraiment hyper connu. C'était avant l'arrivée des H&M, des Zara et tout. C'était vraiment le top of mind, ça existait depuis 30 ans, depuis 20 ans peut-être. Donc c'était vraiment hyper connu, et je m'étais dit tiens, ça pourrait être marrant qu'on fasse une rubrique cinéma, qu'on fasse une rubrique je sais pas, on parlait de plein de trucs de musique, etc. Et en fait il y avait une rubrique mode, et en fait ouais, c'est ça, j'ai fini par leur proposer de pouvoir me faire embaucher avant même la fin de mes études pour animer ce concept en fait que je leur avais monté pendant l'été, mais juste avec mes petites mains, quoi, tu vois. Ils m'avaient laissé dans un coin, ils en avaient strictement rien à foutre. Si tu veux, 99 pour Pimki, c'est quoi l'internet? C'est rien du tout, quoi, tu vois. Mais juste ils m'avaient laissé cette opportunité là. C'est là où j'ai rencontré mon futur associé qui était à l'époque rentré tout juste dans la boîte, et qui rentrait comme directeur de la com, et qui m'a laissé faire à peu près ce que je voulais. Donc on a créé un média qui s'appelait MoveNB, qu'on avait en plus à marquer, tu vois, qui n'était pas marqué de Pimki. Mais c'est hyper visionnaire, parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup de marques prendre la parole, se constituer médias, avec effectivement, comme tu le dis, des marques qui ne font pas forcément référence à la leur, à la marque d'origine. Et d'ailleurs, c'est beaucoup de marketeurs, comme on les appelle, conseillent à toutes les marques de devenir de leurs propres médias. Ah ouais. Et là, on est il y a 20 ans. Il y a plus de 20 ans même. Il faudra vraiment que tu me dises à quoi tu penses aujourd'hui pour savoir ce qui va se passer dans 20 ans. Les plateformes vont mourir. T'as les numéros du loto, Fabrice? Non, je sais pas. C'est pour un copain. C'était vraiment un truc, tu vois, où je me suis dit, en fait, si tu repars des clientes, et donc des clientes de Pimki, en fait, à la base, c'est quand même des jeunes femmes que, tu vois, le ciné, la musique intéresse. Et donc, je m'étais dit, en fait, elles vont rentrer par le ciné et la musique. Et en fait, ça va leur permettre de pouvoir faire connaître les fringues de Pimki. Et en fait, Pimki avait une offre pléthorique en termes dans magasin. Tu rentres dans un magasin, il y a des fringues partout, quoi. Et là, vraiment, l'idée, c'était de se dire, on va faire en sorte de les mettre en scène, en fait, tu vois, de les éditorialiser, finalement. Voilà, j'ai fait ça pendant 7 ans. Ouais, quand même. Où j'ai tout appris, en fait, vraiment. Exactement. Ok. Donc 7 ans chez Pimki, un max d'expérience dans une période qui devait être complètement excitante aussi, parce que c'est les débuts de l'ère Internet. Donc tu as pu aussi être au cœur de la machine. Et... C'est excitant, et c'est en même temps un peu frustrant avec le recul, parce que en gros j'étais parqué moi chez Pimki, et j'avais... en fait c'est très drôle, parce que moi j'ai toujours eu envie de monter ma boîte. J'ai retrouvé mes carnets de quand j'avais 20 ans, et j'avais vraiment envie de monter ma boîte à l'époque. Mais je crois que j'étais rentré dans un CDI, et tu vois, j'étais tout jeune pourtant, je crois que j'avais 24-25 ans, mais j'avais la trouille. Et puis tu vois, pas d'entrepreneur autour de moi. J'ai mis, je crois, 3-4 ans, tu vois, avant de me décider à me barrer. Te faire l'idée, ouais. Et tu vois, j'entendais Marc Simoncini raconter son arrivée à Paris, dans le milieu des startups de la bulle à l'époque, etc. J'aurais sans doute fait n'importe quoi si j'avais été là, mais ça m'aurait peut-être amené ailleurs. En fait, c'est intéressant, les chemins de vie parfois. Et à l'époque, quand tu viens pas du sérail et que tu n'as pas des parents entrepreneurs, c'était peut-être aussi un peu plus compliqué d'un point de vue administratif de monter ta boîte qu'aujourd'hui. Déjà, tu n'avais pas le statut d'entrepreneur qui permettait de pouvoir lancer ta boîte hyper facilement en 3 clics, quoi. Et il n'y avait pas de SAS, tu étais obligé de monter une SARL s'il fallait connaître un expert comptable. C'était super compliqué, les statuts, les capitaux étaient beaucoup plus élevés aussi, donc il fallait avoir plus d'argent au départ. Bref, c'était pas aussi simple, quoi. Et puis surtout, il n'y avait pas Pôle emploi. Si tu partais, il n'y avait pas de rupture conventionnelle. Si tu partais, en fait, donc tu n'étais pas sûr d'avoir ton chômage. Et puis, Pôle emploi, si tu montais ta boîte à l'époque, il te sucrait tes allocs.
Ouais. Donc, c'est sûr que ça n'encourageait pas forcément à monter pas des trop boîtes. envie de monter ta boîte après. Il y avait quoi sur ces carnets que tu as retrouvés là, que tu remplissais quand tu avais 20 ans? Des prises, en gros, toutes les fondations de ce que j'ai fait par la suite, quoi. C'est vraiment ouf, hein. Ok. J'ai retrouvé ça et je me suis dit, mais en fait, j'avais tout écrit. Je m'en rendais pas compte, mais juste, tu vois, l'envie de monter une boîte, l'envie de monter un projet qui a du sens, l'envie de monter un média, de faire un truc sur Internet et de faire un truc qui, sociétalement, puisse servir aux gens aussi. Enfin, vraiment, Mhm. j'avais tout noté, quoi. C'est vraiment marrant. Et donc, au bout de 7 ans, tu réalignes tes envies avec tes capacités, tes talents, et tu crées donc Mademoiselle. Mademoiselle. Mm. C'était quoi l'idée avec Mademoiselle? C'était quoi le projet? C'était, en gros, Pimki a été vraiment une opportunité géniale pour moi de m'apprendre tout ce que j'ai appris. Petit big up à Saïda qui se reconnaîtra parce que en fait, elle était elle du côté plutôt dev et CRM si tu veux, et elle m'a appris plein de choses et Olivier également qui m'ont appris en fait à développer. Et donc j'ai appris ça aussi. Donc je suis parti de chez Pimki en sachant faire un site internet de A à Z pour le coup. Et donc j'ai passé tout l'été à créer ce média avec une idée assez simple. C'était Pimki, c'était très cool parce qu'en fait à la fin vraiment c'était un gros média. Ce site qu'on avait créé qui s'appelait MoveNB, je te dis 700 000 visiteurs uniques à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de sites internet qui faisaient 700 000 visiteurs uniques. Ouais. Mais on était quelque part bridé par le fait que c'était un média de marque, quoi, tu vois. Et moi, j'avais envie de parler de politique, j'avais envie de parler de sexe, j'avais envie de parler de plein de trucs qui concernaient les jeunes femmes qui lisaient ce site, en me disant, en fait, le meilleur truc, c'est encore de le monter toi-même. Donc voilà, c'était un peu ça l'idée, en fait, à la base. MoveNB, donc chez Pimki, on était aussi sur un public d'ados et je considérais avoir un peu fait le tour, tu vois, de ce public et je m'étais dit on va plutôt aller chercher la tranche après. Et en me rendant compte un petit peu, en regardant un petit peu ce qui se faisait, finalement il n'y avait aucun média qui s'y adressait, à cette tranche d'âge-là, alors qu'en fait c'est une période géniale. Si tu regardes entre 16 et 30 ans, c'est à peu près toutes les premières fois que tu vas faire dans ta vie, quoi. C'est un peu la énorme. Cible de Jeune et Jolie, 20 ans à l'époque, des magazines qui finalement n'ont pas réussi leur transition numérique, et t'as pris la place que ces marques médias ultra fortes n'avaient pas prise. Jeune et Jolie, déjà à l'époque, en 2005, ils étaient déjà un peu morts. Hein. 20 ans aussi, ils venaient de se faire racheter. En fait, toute la rédac était partie, donc globalement, ça n'existait plus trop, ou presque, tout juste. Mais ouais, l'objectif, c'était vraiment de se dire, ok, on va chercher ce public-là. Et surtout, pour moi, il y avait un truc important, c'est que chez Pimki, j'avais découvert un peu l'univers des magazines féminins. Et avec un œil complètement extérieur de mec, tu vois, de me dire, mais en fait, c'est chelou ce truc, parce que vraiment, toutes les femmes qui montrent dans ces magazines, elles n'ont strictement rien à voir avec mes potes, qui étaient à la fac et tout avec moi. Et je leur demandais, je leur disais, mais vous achetez, et en fait, qu'est-ce que vous en retirez? Non seulement elles l'achetaient, mais en plus, à la fin, elle se sentait merdeuse parce qu'elle se disait, putain, mais on n'est pas au top, en fait. Et je me suis dit, mais il existe forcément un média qui va leur parler de la vraie vie. Et en fait, il n'y en avait pas. Donc, je me suis dit, ça, c'est l'angle dans lequel, l'angle éditorial, en tout cas, le contrat de lecture avec lequel qu'on va avoir avec nos lectrices. Et sur cette base-là, 15 ans plus tard, Mademoiselle, quoi. Voilà. Et juste pour comprendre, donc, quand tu pars de zéro en créant Mademoiselle, t'es tout seul, tu fais appel à des contributeurs extérieurs faut quand même remplir un site média avec des articles, des contenus, des diaporamas, des photos, j'en sais rien. J'ai pas mal travaillé. J'ai pas mal travaillé avec une fille qui s'appelle Estelle, qui a bossé avec moi chez Pimki à l'époque, qui est partie quelques mois plus tard. Et en gros, j'avais un peu de sous, mais j'avais pas beaucoup de sous pour la payer. Donc, elle a travaillé un peu au départ, un peu bénévolement aussi. Elle a filé un coup de main. Il y a pas mal de lectrices aussi qui ont créé du contenu, en fait, parce qu'il y avait vraiment ce truc de, en fait, si tu as envie d'écrire un truc, tu peux l'écrire. Donc, il y avait des lectrices qui étaient passionnées de plein de trucs. Donc, il y avait aussi pas mal de ce qu'on appelle aujourd'hui le User-Generated Content, si tu veux. UGC. Voilà. Mais c'était plutôt, à chaque fois, on faisait en sorte de rester dans la ligne édito le plus possible. Par la suite, on a transformé ces articles dans une rubrique témoignage beaucoup plus, on va dire, touffu, dans lequel on avait une journaliste qui s'occupait de récupérer les témoignages et on a publié des centaines de témoignages qui racontaient la vie intime, parfois très intime même, de jeunes femmes, anonymes, pas anonymes, enfin vraiment. Et je crois que Mademoiselle a beaucoup aidé à porter
cette parole-là. Et après, l'autre truc aussi sur lequel je me suis appuyé, c'était que y avait personne qui s'intéressait à Google à l'époque. Le SEO était vraiment inexistant. Le référencement naturel, ouais, il n'y avait vraiment pas. Et donc, je me suis notamment engouffré dans toutes les marques de fringues. J'étais top 1, top 2 sur Zara, sur H&M, en créant des contenus de mode, en fait. Quoi qu'il arrive, il y avait toujours de la mode. Et des contenus qui valaient la peine et qui ont permis de faire découvrir énormément Mademoiselle à l'époque. De faire grossir l'audience. De façon organique, quoi. Comment ça se fait que ce soit un mec, jusqu'à preuve du contraire, ce que j'ai en face de moi, c'est plutôt un mec, Fabrice. Comment tu l'expliques que ce soit un mec qui ait créé ce média qui finalement parle des sujets féminins qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans la presse féminine? Je crois que j'avais un peu un œil extérieur, vraiment de base, en regardant tout ça vraiment de loin. Et en posant des questions bêtes, parfois très bêtes, même, et en essayant de comprendre comment ça fonctionnait, comment, je sais pas, les jeunes femmes qui étaient dans ma rédaction fonctionnaient, discutaient entre elles, etc. Je posais plein de questions, en fait. Et régulièrement, quand il y avait une discussion entre elles à la pause déj, tu vois, c'est devenu une blague, même à la fin, c'était, en fait, fais-en un article, tu vois, t'es en train de raconter une histoire qui te concerne, c'est à peu près sûr et certain que t'es pas le seul concerné, donc t'es pas la seule concernée, donc vas-y, fais-en un article. Et je crois que c'est un peu ça qui a fait que je me suis dit, en fait, il y a sans doute un truc à jouer. Moi, d'une manière générale, moi, ce qui m'a plu chez Pimkie assez rapidement, c'est que j'ai jamais été trop attiré par les centres d'intérêt des mecs. J'aime beaucoup le basket par exemple, tu vois, mais ça s'arrête à ça. Je suis pas à fond sur tu vois, les centres d'intérêt des mecs de base, la tech, les voitures, les meufs à poil globalement, le foot, ça m'indiffère un peu, quoi, tu vois. Et en fait, l'un des trucs qui m'a assez rapidement plu, c'est que j'avais l'impression que chez les femmes et chez les jeunes femmes, il y avait des centres d'intérêt très variés et qu'il y avait de l'intérêt pour le cinéma, mais pas que pour le cinéma. Comédie romantique. Pas que voilà, exactement. Pour les bouquins, pour la lecture, pour les jeux vidéo aussi, malgré tout ce qu'on pouvait se dire à l'époque, tout ce qui continue à y avoir comme cliché sur les jeux vidéo et les femmes, les femmes jouent énormément aux jeux vidéo. Et je me suis dit qu'en fait, il y avait sans doute moyen de monter un média hyper florissant avec plein de centres d'intérêt très différents. Et moi, c'est un peu ce qui m'intéressait, de pouvoir avoir des rubriques qui touchent un peu à tout, quoi. Tu avais des liens à l'époque où parce que on l'expliquera après, tu as revendu ce média, mais à l'époque où tu le dirigeais, tu avais des liens avec les milieux féministes ou pas du tout, un peu? Plutôt en fait, en gros, Mademoiselle a plutôt commencé son virage féministe, on va dire, mais globalement, Mademoiselle a toujours été féministe, c'est-à-dire que par définition, l'un des premiers articles qu'on a dû poster, je crois en 2005, c'était sur les poils dans la publicité, quoi, tu vois. Et c'était sur les poils, et après, il y avait eu un autre article sur le sang bleu dans les pubs, tu sais, pour les serviettes hygiéniques, etc. Mais en gros, moi, ça s'est vraiment accentué. J'ai ma fille est née quelques mois après le lancement de Mademoiselle, et je me suis rendu compte que, ok, en fait, dès le plus jeune âge, on lui collait déjà sur la tronche des tas et des tas de critères juste basés sur son genre, alors qu'en fait, elle était exactement juste un bébé qui n'avait strictement c'était juste un tube digestif qui dormait, qui mangeait. Et en fait, ça m'a vraiment interpellé au départ, énervé de plus en plus, parce que quand elle a commencé à aller à l'école, alors c'était la fête du slip, où on lui obligeait, sa maîtresse, qui était une meuf très sympa par ailleurs, mais elle l'obligeait à aller jouer à la cuisine avec ses copines, plutôt que de la laisser faire du dessin, quoi. Et moi, j'allais la conduire à l'époque le matin, et je lui disais, mais non, mais laissez-la faire des dessins, quoi. Mais non, mais elle peut aller jouer avec ses copines, c'est bien, elles sont à la cuisine. J'étais là, what the fuck. Donc ça, petit à petit, tu vois, je me suis dit, ok, il y a sans doute aussi un truc à jouer. Et en fait, bien sûr, il y avait des jeunes femmes dans l'équipe qui étaient aussi hyper intéressées par le sujet et qui ont commencé aussi à... C'est un peu ça qui a amené petit à petit à ce que je me dise, non, mais en fait, on a sans doute un rôle à jouer. Et avec le temps, tu vois, Mademoiselle a été l'un des premiers des premiers médias à publier un article sur le harcèlement de rue en 2011-2012, un truc comme ça. Mais ça vient de l'expérience, ça vient de la vie de ces jeunes femmes, ça vient de la vie d'une de mes
salariés qui avaient raconté, en fait, moi, j'en peux plus de me faire siffler. Et c'est trop compliqué. Mais j'ai été le premier, tu vois, à avoir cette réflexion à la con de non, en fait, si tu te fais siffler, c'est sympa. Et c'est un compliment, non? Et en fait, elle me disait, bah non. Je crois que peut-être l'une des différences avec les autres gars, c'est que moi, je les écoutais. Je dis, ah bon, bah, pourquoi? Parce que je suis un peu curieux et que je cherche à comprendre pourquoi, quoi. Mais ouais, petit à petit, c'est venu par là, quoi. Et t'as jamais eu de remarques désobligeantes ou je pense peut-être de féministes qui te reprochaient de t'approprier des sujets qui n'étaient pas les tiens, qui te concernaient pas? Bah si, bien sûr. Ouais. Et c'est l'une des Qu'est-ce que raisons. tu leur répondais du coup? C'est une des raisons aussi pour lesquelles je suis parti. C'est que pour moi, il y avait un moment donné où c'était compliqué pour un mec en 2020. Alors, il n'y avait pas que ça, hein, mais c'était aussi compliqué pour un mec en 2020 de se positionner en tant que patron dans une boîte qui était majoritairement féminine, avec un média qui était devenu aussi une sorte de fer de lance, tu vois, du mouvement féministe, en tout cas d'un certain mouvement féministe. Il y avait les militantes qui aimaient bien Mademoiselle, et il y avait les militantes qui n'aimaient pas Mademoiselle, qui détestaient même Mademoiselle. Et moi, je me disais, bah, sans doute, comme on se fait détester et adorer en même temps, peut-être qu'on est bon, quoi, tu vois, on est dans le vrai. Qu'est-ce que ça veut dire le vrai? J'en sais rien. Mais en tout cas, je me disais que moi, en tout cas, cette position-là m'intéressait. Ouais. Et l'un des trucs aussi qui m'a petit à petit... en fait, pour moi, l'un des trucs aussi qui est important, c'est que j'ai l'impression que plus ça va, plus les hommes et les femmes se déchirent, en fait, sociétalement. Et moi, ce que je voudrais faire là maintenant, c'est de faire en sorte d'essayer de les rapprocher un peu. Et ça, c'est un vrai gros sujet sociétal, quoi. Donc ça fait partie des trucs que j'aimerais bien lancer, quoi. Une époque où on est plutôt dans l'hystérisation des débats, la bipolarisation, notamment sur Twitter, où il faut forcément avoir un avis tranché sur tout. C'est vrai que c'est un combat nécessaire. Ouais, alors qu'en plus, si tu réfléchis un peu, on n'est pas du tout, nous, êtres humains, faits de blanc et de gris, quoi, tu vois, faits de blanc et de noir. Au contraire, on est fait de plein de gris. Et en fait, la nuance et l'intelligence, c'est dans la nuance, d'une manière générale. Donc, il faut aller chercher cette nuance dans chaque individu et dans les individus, et même en nous, en fait, ça fait partie des trucs, tu vois. Je me suis rendu compte, dernièrement, que sans doute l'une des raisons pour lesquelles j'avais monté Mademoiselle, c'est qu'il y avait un côté, je veux sauver les femmes, parce que je suis un chevalier blanc. J'en avais pas du tout conscience à l'époque. Mais aujourd'hui, je me rends compte aussi que c'était sans doute l'une des motivations, tu vois, de me dire... non, mais moi, je suis pas comme tous les mecs, tu vois. Non, moi, je veux sauver les meufs, d'accord. Et c'était pas pour les sauver pour être le plus beau et le plus fort, mais il y avait un côté, il y avait un vrai sens derrière ça, quoi, tu vois, pour moi. Et quelles sont les autres raisons qui t'ont poussé à te séparer, quitter l'aventure Mademoiselle? Et ça devait être pas évident comme décision à prendre. Ouais. Quelque chose que tu as créé toi-même. Je t'ai parlé tout à l'heure de mon pote, en fait, qui était mon chef chez Pimki, qui est devenu mon associé chez Mademoiselle, qui avait 15 ans de plus que moi, qui a aussi été mon mentor, qui a fait plein de choses. Et il a eu la très mauvaise idée de mourir du jour au lendemain d'une crise cardiaque sur une pause déj, tu vois, où on était en train de discuter au téléphone. Moi, j'avais un rendez-vous pro. On était en train de parler d'une prise de tête qu'on avait. Et je lui dis, écoute, je suis désolé, je suis dans mon déj. Je vais rentrer dans mon déj. Mais si tu veux, on s'appelle après, on termine cette conversation. Et on l'a jamais terminée. Il est mort en une demi-heure. Et bien sûr, une fois le choc passé, de me dire, ok, est-ce que j'ai vraiment encore envie de faire cette boîte, d'être dans cette boîte sans lui? Alors bien sûr j'aurais pu le faire, mais déjà je te parlais un petit peu de cette complexité, en fait, de trouver ma place en tant que boss. Plus ça allait, moins je créais de contenu, et plus j'étais gestionnaire de la boîte, parce qu'on est monté jusqu'à 35 salariés, tu vois, donc une boîte à 35, ça se gère, c'est compliqué à gérer. L'économie des médias web, tu connais un peu, c'est ultra tendu en permanence, et c'est d'autant plus tendu qu'on avait aussi, tu vois, une ligne plutôt féministe, engagée, qu'il fallait pas faire n'importe quoi avec les annonceurs, et franchement je suis très heureux de l'avoir pris ce parti pris là d'entrée. Tu vois, autant de trucs qui m'ont fait dire non mais en fait moi j'ai plus envie de faire ça, ça m'intéresse plus, ça fait 15 ans, j'ai donné, c'est bon, quoi, tu vois. Donc ouais, j'ai pris la décision de vendre quelques mois plus tard, en me disant, mais puis surtout, tu vois, ce truc de me dire, bon bah en fait tu peux vraiment mourir en une demi-heure, mon gars. Est-ce que tu as vraiment envie de continuer à souffrir? Parce qu'il y avait un peu un truc de
le projet avant tout, quoi. Tu vois, j'ai été Bien sûr. très, très sacrificiel par rapport à la boîte. C'est comme un de tes enfants, finalement. Ouais. Et puis tes enfants, faut parfois les laisser partir, quoi, tu vois. Ouais. Ok, donc tu quittes Mademoiselle. Bon, ça va pas être évident de te retrouver à 35 personnes, là. Tu fais quoi? Tu te retrouves chez toi. Bon, what's next? T'apprends à gérer le vide, quoi. Ouais. C'est trop intéressant. Je suis parti en vacances pendant longtemps. En gros, j'ai signé au début de l'été. Je suis parti en vacances. En plus, c'est marrant. Je sais pas si c'est le terme marrant, mais je me suis séparé de la femme avec qui j'étais depuis 25 ans la même année. Ah oui. Donc, en gros, j'ai vendu en juillet. J'avais pris la décision de vendre on va dire en mars-avril. Le temps de closer le truc et tout. Après, il y a eu le Covid, donc ça a retardé. Je sais pas de quoi tu parles. Tu sais, cette petite maladie, le petit virus. Je m'en entendu parler. Ça n'existe pas. et en gros, on s'était séparé avec mon ex en janvier d'avant. Donc, c'était les premières vacances avec mes filles où j'étais tout seul avec elles deux. Je me suis dit, ok, tu te prends des longues vacances et tu prends le temps. Je suis rentré mi-septembre à Paris et je me suis retrouvé à commencer à vouloir blinder mon agenda. Et blinder mon agenda de pas grand-chose, en fait, parce que j'avais récupéré mes podcasts, les podcasts que je voulais faire, que je faisais à l'époque chez Mademoiselle, je faisais un peu à côté et tout, je les avais pris sous le bras, en fait, en leur disant, moi, je continue à faire ça. Mais grosso modo, je publiais 4 podcasts par mois, 8 podcasts par mois. Ok, parce que ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais tu as commencé les podcasts qui rencontrent un énorme succès aujourd'hui. Tu les as commencés sur les dernières années de Mademoiselle, c'est ça? Ouais. Donc, redis-nous lesquels. Histoire de Daron, qui a été le premier que j'ai fait. Qui a changé de nom, hein, qui avait un autre nom. Ah non, au début. c'était toujours Histoire de Daron. Daron. Histoire de Daron, Ouais. D'accord. Que j'ai lancé en 2017. Non, tu confonds avec The Boys Club. Je confonds avec The Boys Club. Exactement. Histoire de mec. Qui est devenu Histoire de mec. The Boys Club, pour le coup, on l'avait lancé chez Mademoiselle, co-hosté avec la rédac chef de Mademoiselle qui s'appelle Mimi. Big up Mimi si tu écoutes. Elle écoutera pas. Et en fait, pour faire parler des mecs de masculinité. Et moi, donc là, on l'a co-hosté ensemble pendant plusieurs années. Et j'avais lancé moi tout seul ce truc, ce podcast en fait, parce que je voulais revenir à un truc qui m'intéressait, qui me faisait un peu vibrer, quoi. En 2017, de me dire, ok, j'ai envie de faire parler des pères de paternité. Il n'y en avait pas du tout à l'époque. Et j'ai lancé ça, septembre 2017 avec Verino. Mais je faisais ça à côté, quoi. Tu vois, je montais mes épisodes le soir, pendant mes trajets en train, etc. Et je sortais un épisode tous les 15 jours. Donc assez vite, je me suis retrouvé à sortir. Alors certes, tu vois, 8 épisodes de podcast pour plein de podcasteurs, c'est beaucoup d'épisodes. Mais pour moi, par rapport au rythme dans lequel j'étais auparavant ou chez Mademoiselle, alors certes, je ne sortais pas tout seul, bien sûr, mais on sortait entre 25 et 30 contenus tous les jours, dans lesquels j'avais à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, peut-être un truc à dire, un truc à faire, etc. Je me suis retrouvé à pas faire grand-chose, quoi, tu vois, à me dire, ok. Et c'est marrant parce que j'ai eu un déclic en achetant ce jeu vidéo génial qui s'appelle Hades, qui est sorti, je crois, mi-octobre. Et j'ai passé 2 jours à rien foutre d'autre qu'à jouer à Hades. Et je me suis dit, bien. Mais c'est génial. Et tu vois, jusque-là, je m'étais dit, non, mais faut que tu fasses des trucs. Mais bon, 15 ans d'entrepreneuriat à gérer des problèmes tous les jours, et pas qu'un seul problème tous les jours. Tu as des problèmes, tu connais, qui te tombent sur le coin de la gueule en permanence. Là, d'un coup d'un seul, j'avais plus de problème. J'avais juste mes petits podcasts que je lançais, que je sortais à mon rythme, que je faisais à mon rythme, etc. Et ça a été un peu... ça a été compliqué, quoi. Ça fait 2 ans que c'était un peu un bateau qui a pas mal secoué. Alors, je connais pas le montant de la transaction de Mademoiselle, mais du coup, tu n'avais pas quand même ce poids financier de te dire, bon, il faut quand même que je trouve à un moment donné une activité qui me permette de faire rentrer de l'argent, parce que même si je suppose que tu as bien vendu et je te le souhaite, c'est un montant qui n'est pas c'est un montant qui me permet déjà pas de pouvoir m'arrêter de travailler et même si j'ai pas un rythme de vie complètement dingue, c'est un montant qui me permet de pouvoir me dire c'est cool, j'ai même pas pu m'acheter un appart à Paris par exemple, tu vois, pour te dire. Mais moi ça me va très bien parce que je l'ai vendu aussi en me disant j'ai besoin de partir, donc il y avait aussi ce truc. Pas qu'un besoin financier, c'était un besoin aussi perso. Exactement, donc c'était le juste prix pour moi qui m'allait très bien à l'époque. Mais il y avait un peu un truc de ok, il va falloir retrouver une activité.
mais j'avais commencé déjà à monétiser mes podcasts déjà à l'époque d'Histoire de Daron assez rapidement, qui pouvaient gagner un peu d'argent et c'était cool. Et je m'étais dit, bon, bah, ça pourrait te permettre de pouvoir venir, quoi. Histoire de Daron, pardon, je te coupe, tu le monétisais via la régie de Mademoiselle? Non, Acast. Déjà Ouais. chez Acast. Ouais. On est en quelle année là? Écoute, alors non, au tout début d'Histoire de Daron, pendant 2 ans, je l'ai pas monétisé D'accord. parce que j'en avais pas besoin, quoi. Et c'était chez un hébergeur qui s'appelait Simplecast. Et en fait, quand Acast est rentré en France, Cédric, qui est Cédric Bécoq, voilà, le boss des éditeurs chez Acast, était le directeur Mademoiselle à l'époque, le directeur commercial pardon de Mademoiselle. Donc on se connaît avec Cédric depuis très très longtemps, depuis 10 piges. Je savais pas. Et en fait, il a quitté Mademoiselle pour aller lancer Acast en France. Donc si tu veux, il y a eu une sorte de passation qui s'est faite hyper naturellement. Je crois que Mademoiselle a été le premier éditeur qu'ils ont signé, quoi, quasiment. Et assez rapidement, ils ont pu commencer à monétiser les podcasts et à monétiser les podcasts bien sûr pour Mademoiselle, mais en fait moi je m'étais dit bon bah je vais lancer ma petite auto-entreprise à côté, enfin tu vois j'avais mon petit truc et c'est vrai que quand j'ai quitté, enfin en tout cas quand la perspective de vendre Mademoiselle est arrivée, j'ai commencé à structurer une vraie boîte avec une SAS et tout, en me disant bon bah ça me permettra de pouvoir faire rentrer un peu d'argent. Mais de fil en aiguille, je me suis rendu compte, mais j'ai quasiment mis 1 an en fait à me dire non mais en fait c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Et c'est marrant, ton repreneur n'a pas souhaité récupérer les podcasts, ou c'est toi qui as absolument voulu les garder? C'est moi qui leur ai dit, mais ça, je vous laisse tout, mais je pars avec ça, quoi. Et puis en plus, c'était des podcasts qui... Encore une fois, visionnaire, c'est un truc de fou. on faisait des podcasts depuis très longtemps chez Madin. On a commencé à faire des podcasts en 2013-2014. Fabrice Florent, Medium, répare vos ordinateurs à distance. Je vois. Récupère vos fichiers sur des disques durs brûlés. Non, mais ouais, on a commencé... On faisait des lives sur YouTube à l'époque. Et on faisait des émissions en live. Donc là, comme on est là, tu vois, il y avait une caméra, une webcam à la con. Et en fait, Twitch à l'époque était vraiment fermé aux jeux vidéo. Et donc on faisait des lives sur YouTube. On avait fait notamment une émission qui s'appelait L'Émission, qui était une émission sexo. À la fois fier et pas très fier, tu vois, de ce nom, mais en fait on récupérait le flux, enfin comme aujourd'hui plein de gens font, quoi, tu vois, on récupérait le flux audio en se disant bah en fait on peut le mettre sur un podcast et ça va être cool, ça va permettre à des gens de pouvoir l'écouter. C'est 2013. Mais en fait en 2016 j'ai fait rentrer une fille qui s'appelle Louise pour vraiment créer des formats et des podcasts, quoi, tu vois, en me disant bah il y a un vrai truc, on a fait venir vraiment des milliers de jeunes femmes à venir écouter les podcasts de Mademoiselle. À l'époque, en tout cas, où je suis parti, étaient hyper écoutés, quoi. On avait genre 500 000 écoutes par mois. Ah oui, c'est énorme. C'était pas mal, hein. Ouais, complètement. Ouais. Et donc, te voilà à la tête d'une structure qui édite pas mal de podcasts. Tu nous racontes un peu comment tu es organisé, quels sont les podcasts en question. Donc, tu as Histoire de Daron, Histoire de Succès que tu as lancé en 2019, Histoire de Mec. Ouais, donc qui était anciennement The Boys Club. Aussi, voilà, 2017, juste après 2017, ouais, c'est ça. Mais tu l'as mis en pause un peu. Hein, on l'a mis en pause. Selon mes informations. Exactement. En fait, Mimi a fini par l'hoster toute seule pendant un temps parce que j'avais plus le temps et en fait elle a décidé qu'elle avait un peu fait le tour des mecs et qu'elle en avait un peu marre. Vraiment objectivement elle a dit ok moi la masculinité c'est bon, et en fait quand je suis parti elle m'a dit mais reprends-le en fait parce que moi je vais pas l'utiliser, je crois que personne va en faire quoi que ce soit et ça serait cool qu'un mec le reprenne parce que effectivement à l'époque c'était elle qui l'avait lancé et moi j'étais là un peu en train d'attendre qu'elle le fasse parce que j'avais un peu peur du sujet de la masculinité. Donc ouais, Histoire de mec, Histoire de Succès. Donc, pourquoi peur? Ah, parce que la masculinité, c'est compliqué. De me dire, ok, je vais reprendre ce truc-là en tant que mec, faire parler des mecs en tant que mec, ensemble. Mais donc, c'était il y a 2 ans, j'ai pas mal évolué sur le sujet, mais j'avais un peu ce truc de, ok, on va me tomber dessus, quoi, tu vois, forcément, parce que je suis en train de faire parler des mecs et... Non, globalement... Qui va te tomber dessus? Tu veux dire des féministes, des femmes, ou plutôt d'autres mecs? Je sais pas. Non, alors il peut y avoir d'autres mecs qui détestent que des mecs s'ouvrent, hein, d'une manière générale, et parlent de leurs émotions parce que ça les renvoie à leur propre peur. Hein. Il y a des femmes aussi qui ont un peu du mal à entendre parfois, pas toutes les femmes bien sûr, mais quelques femmes qui ont du mal à entendre parfois ce que les mecs pensent vraiment et qui préféreraient
qui préfèrent les shamer plutôt que de les entendre et de les écouter et de leur dire bah, ok, mais pourquoi ça t'intéresse, pourquoi tu penses ça, Qui ont du mal à entendre parce qu'elles ont du mal à les croire sincères, ou elles ont du mal à... Pourquoi? Non, bah, parce qu'en fait, moi, j'ai des mecs qui viennent me raconter. J'ai par exemple eu un mec génial de 69 ans qui vient de me raconter que lui, il est macho, mais pas viriliste, quoi, tu vois. Et je trouve que cette parole-là, elle est hyper intéressante parce que moi, en gros, ce mec a à peu près l'âge de mon père. Moi, c'est de là dont je viens, quoi, tu vois. Donc, t'as beau tout faire pour faire en sorte de te déconstruire en tant que mec et tout, bah, à un moment donné, moi, mon modèle à la maison, c'était papa qui rentrait du travail, qui foutait la table qui foutait les pieds sous la table et qui n'a jamais changé une couche, tu vois. En tout cas, je ne l'imagine pas, je ne crois pas qu'il l'ait fait. Après, il s'est beaucoup occupé de nous, mais autour du sport. Enfin, tu vois, il a fait plein de trucs très à l'ancienne, quoi, tu vois, papa à l'ancienne. Je trouve ça hyper intéressant de regarder aussi d'où on vient pour essayer de comprendre un peu où on va, quoi. Et si on fait pas le constat clair de voilà où on en est en tant que mec et voilà ce qui se passe dans nos têtes et voilà ce qui se passe dans nos tripes, etc., bah en fait les mecs vont pas parler, ils vont juste continuer à faire de la merde dans leur coin. C'est important de venir leur dire non mais t'as le droit de venir raconter des trucs, même si c'est des trucs parfois pas très cool, quoi. Comment tu les castais, tes invités, dans Histoire de mec? Ils m'écrivent. Comment tu les castes encore? Ils t'écrivent parce qu'ils se disent bon, j'ai des choses à raconter, j'ai des choses à partager. Ouais, après il y a d'autres mecs vers qui je vais en leur disant tiens ça serait sympa, tu viens de parler d'un truc sur les réseaux, ou tu viens de dire ça dans une story, tiens ça serait cool qu'on en parle plus longuement si tu veux. Et alors généralement on te dit ok, parce que comme tu dis beaucoup d'hommes ont du mal à se livrer, mettre des mots sur ce qu'ils ressentent et à sortir du bois. Et pourtant c'est peut-être ces profils-là les plus intéressants. Après je t'avoue que j'ai du mal à avoir des mascus profonds, quoi, tu vois, des bons mascus à l'ancienne, ils viennent pas me parler. Pourtant j'adorerais, hein, mais ils veulent pas. Mais oui, non. Effectivement, t'as déjà essayé de les faire venir. Tu vois, on a eu un mec notamment qui était totalement anti-féministe, mais là c'était à l'époque du Boys Club. Et qui venait commenter systématiquement sur YouTube non mais les mecs que vous recevez c'est des mecs tout beaux, tout polis, tout machin, c'est des mecs féministes et moi je suis anti-féministe, etc. On lui a proposé de venir et en fait il s'avère que ce mec était anti-féministe parce que lui-même a été victime de viol par sa sœur hardcore, puis après par son boss plus tard. Et que quand en gros la parole sur le viol s'est libérée, il est allé dans un forum ou tu vois sur un blog féministe pour venir raconter son histoire et qu'il y a plein de meufs qui lui ont dit non mais toi t'es un mec donc ta gueule c'est pas le moment pour toi. Bon, c'était il y a un moment si tu veux, mais lui il a vraiment très mal vécu en se disant bah ok en fait c'est dégueulasse, moi je suis aussi victime de viol que vous. Alors certes je suis un mec et donc j'ai des privilèges que en tant que femme vous n'avez pas. Mais en fait, sur ce sujet-là, en tout cas, moi aussi, j'ai été victime. Oui, puis comme tu le disais tout à l'heure, on n'est pas tout blanc, tout noir. Il y a des féministes qui sont... il y a plein de nuances de gris aussi dans le courant féministe, chez tout le monde. Chez tous les êtres humains, oui. Exactement. Il y a autant de féministes qu'il y a de gens, je crois, même en plus, tu vois. C'est quoi l'épisode d'Histoire de mec qui t'a le plus bouleversé, marqué ? Question non préparée. Hein. Oui. Pour ça gouverne. Bah, en fait, c'est dur d'en pointer un en particulier. Mais globalement, pour moi, tous les mecs qui sont venus dans Histoire de mec, venir se raconter, raconter leurs failles, leurs flips, leurs peurs, leurs problèmes avec les meufs, leurs problèmes avec leur papa, leurs problèmes avec leur maman. En fait, moi, à chaque fois, j'ai trouvé ça touchant, quoi. Parce que c'est pas facile. C'est pas du tout facile à faire. Et même si, ok, ça se fait, c'est dans une discussion qui se fait derrière un micro, et qu'en fait, c'est sans doute plus simple de parler derrière un micro que de parler quand on est tous les deux, quoi. Il y a quand même un truc un peu cool, quoi. Donc ouais, c'est pas... Là, tu vois, comme ça me revient pas, mais globalement, en fait, tous les mecs qui viennent, je les remercie, quoi, tu vois, qui viennent à mon micro, parce que je trouve que c'est canon. Et je te parlais de cet épisode-là en particulier, qui a été particulièrement dur à enregistrer avec ce mec qui s'appelle Anthony,
C'est ultra dur en fait, parce que lui il raconte son histoire et il raconte aussi comment il a forgé sa vie d'homme en partant de j'ai 8 ans, je me fais violer par ma sœur en fait. Et forcément après il finit par reproduire le truc et en fait s'il faut qu'on m'aime bien, ou en tout cas pour qu'on m'aime bien, en fait il faut que ça passe par le sexe et éventuellement le sexe non consenti. Le mec se fait violer par son patron, quoi, tu vois, pour pouvoir avoir un job hardcore, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Mm. Et très courageux de sa part de venir raconter tout ça. Et en plus, c'était cool parce que, donc, comme il nous a pas mal charrié dans les commentaires et tout, tu vois, on a fini par lui dire mais viens, mon gars. Et en fait, c'était un truc qu'on faisait systématiquement dans les mecs, tu vois, qui râlaient un peu. On leur disait mais viens en parler, en fait, si t'as un point de vue à défendre, c'est cool. Et lui est venu. Ouais. J'imagine qu'il y en a très peu qui se défilent. Oui. Combien d'épisodes d'Histoire de mec ? 150. Ok. Est-ce que tu as ressenti une sorte de pattern qui se dessinait ? C'est-à-dire, je sais pas, une forme de pas de courant de pensée, mais je sais pas, de modèle de pensée que tu retrouves, de schéma que tu retrouves d'un profil à l'autre, Chez les que mecs, tu revois veux dire souvent, ouais. Après, le truc, c'est que pour moi, Histoire de mec est très liée à Histoire de daron, parce qu'en fait, dans Histoire de daron, on parle de paternité, on parle beaucoup aussi de masculinité à travers la paternité. Et c'est aussi une étape importante, la naissance des enfants, où tu te questionnes toi-même, ça te renvoie à toi, à ta propre enfance. Et c'est vrai qu'il y a des choses avant d'être papa que tu voyais pas. Et une fois que tu l'es, tu changes beaucoup de perspective. Ouais. Et souvent les mecs réagissent un peu à retardement, tu vois, notamment par rapport à leur compagne, par rapport à leur femme. Donc c'est parfois dur et c'est hyper... Pour moi c'est pareil, en fait, c'est hyper cool de les entendre parler, de venir raconter... tu vois, j'ai des larmes en fait, tu vois, j'ai des mecs qui viennent me raconter des histoires compliquées. Là, dans quelques semaines, il y a un épisode qui sort avec un mec qui vient me raconter le viol de sa fille qui avait 16 ans à l'époque, 15 ans, par un mec de 18 ans qui est dans son lycée. Il raconte comment tout l'imbroglio juridique dans lequel ils sont tombés, sa fille qui se fait... malmené par les autorités, enfin tu vois, il y a des histoires complètement dingues. Et lui, en tant que père, qui est un peu plus vieux que moi, je crois, il doit avoir 55 balais, de subir tout ça et de se dire putain, mais en fait, comment tu fais pour encaisser ça, quoi. C'est jamais très évident. Hein. Non, bien sûr. En tant que mec, de s'ouvrir. Ouais. On parlait de pattern, donc si je comprends bien, c'est vrai que la naissance des enfants est un schéma qui revient en termes de prise de conscience de certaines choses. Et c'est évident. Ouais. Et tu vois, l'un des trucs que je regrette un peu et que je remarque, c'est que par exemple, il y a plus de rituels chez les hommes. Il n'y a pas de rite de passage de l'enfance, ou en tout cas de l'adolescence à « ok, je suis un homme désormais ». Là où par exemple, c'est marrant parce que j'en ai parlé un peu avec mon père qui a fait le service militaire. La première relation sexuelle, non ? Tu le mettrais pas là-dedans ? Je dis pas que c'est ce que je pense, mais c'est des choses qu'on entend. Mais c'est pas un rite que tu fais entre hommes. Non. C'est un truc que enfin en tout cas j'espère a priori. C'est pas un rite que tu fais entre hommes en fait. Et tu vois, mon père me parlait du service militaire, de la façon dont il avait vécu le service militaire. Moi, j'ai pas fait. J'ai été vraiment la toute dernière génération à ne pas y aller. Enfin, en tout cas, à échapper, parce que j'avais pas envie d'y aller. Mais mon père me racontait à quel point c'était fondateur pour lui. Structurant. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est pas structurant dans le mauvais sens du terme ? Est-ce que c'est pas un moment de la vie d'un homme, son service militaire, où justement tu as tendance à confirmer un peu tous tes comportements et les traits. Je dis pas que c'était un bon rituel, tu vois. Mais je dis juste qu'en fait aujourd'hui il y en a plus. Si tu regardes pour les mecs, il y en a pas. Pour les femmes, par exemple, il y a un peu ce truc de ok, les premières règles, tu vois, où tu vas venir avoir peut-être une discussion avec ta mère. En tout cas, j'espère pour toi, ça se démocratise de plus en plus. Mais par exemple, chez les mecs, pas trop, quoi. Non. C'est un truc qui manque un peu à la masculinité, je crois, aujourd'hui, quoi. Et tu vois, effectivement, tu dis l'armée, c'était un peu... ça incite aussi à être un peu violent et être un peu
l'armée, quoi. Non, mais c'est un peu une bulle, quoi. Mais mon père me racontait ouais. qu'il s'était retrouvé avec des tas de mecs qui venaient de tous horizons, de toutes classes sociales. Et aujourd'hui, en fait, c'est compliqué de trouver ça, quoi. Tu C'est vois. vrai. Ouais, c'est un endroit où finalement tout le monde est égal à l'autre. Et c'est vrai que on a plus beaucoup d'occasions de vivre des moments comme ça, ouais, en société, avec des gens qui viennent pas forcément du même Et puis, milieu, tu vois, du même pays, de la même région. transfert de père en fils aussi. Il n'y a plus trop, quoi. Il y a quelque chose de récurrent dans ce que chez toi, Fabrice Florent. C'est la question des larmes chez l'homme. Ah oui. Du coup, ça te fait marrer. Oui. Et... Pourquoi tu dis ça? C'est marrant. De quoi? Qu'est-ce qui te fait Non, dire parce ça? que... Mais, ton point, et je suis complètement d'accord avec toi, et c'est... Comment dire? C'est pas courageux, mais c'est singulier de ta part d'évoquer les larmes chez l'homme. Et c'est vrai que quand les hommes n'aiment pas pleurer, parce que c'est un signe de faiblesse, encore une fois, quand tu parles de masculinité. Et bon, moi, je te suis un peu partout. Et parfois, quand tu as des moments de down, bon, j'imagine que tu filmes pas tous tes moments de down, mais quand tu es en down et que tes larmes te viennent, tu te filmes. Enfin, voilà, tu partages ce moment, on va dire, en vidéo avec ta communauté, où tu expliques aussi voilà, pourquoi c'est important de se laisser aller, d'y aller. Et donc, c'est des messages qu'on ne voit nulle part, en fait. Comme tu dis, il n'y a pas de rite de passage. Nos pères ne nous disent pas ça. Nos mères non plus, sauf quand on était tout bébé. Mais ou enfant. Et quand on commence à grandir, pleurer, il faut pas. Dès qu'un garçon commence à pleurer, et je le vois, mais moi j'ai des réflexes avec mes enfants, mes garçons, quand ils commencent à pleurer, je sais que souvent j'ai pas la bonne réaction, tu vois. Je leur dis juste arrête de pleurer, comme s'il suffisait de ça pour qu'ils arrêtent de pleurer. Moi j'ai fait beaucoup bref, ça. Tout ça pour en venir au fait. Je parle de ce sujet-là parce que il y a que chez toi que je vois ce sujet développé. Voilà. Bon, alors je crois pas qu'il y ait que chez moi, mais en gros, pour moi, l'un des trucs importants, c'est de montrer. En fait, il y a un peu ce truc de essaie de devenir le monde que tu as envie de voir dans ta vie, quoi, tu vois. Et l'un des trucs que j'ai appris là, mais bon, pas mal d'années de thérapie, c'est à m'ouvrir à mes émotions et c'est à m'ouvrir à mes larmes, notamment, et de les accepter, de les regarder et de pas les cacher. Il y a notamment l'un des trucs que j'ai appris à faire, c'est à pas me baisser, à pas me cacher, tu sais, quand je pleure. Et pour moi, l'un des trucs fondateurs, c'est que tu vois, peut-être je me suis mis une fois ou deux sur Insta. Alors, il faut savoir qu'à chaque fois que je poste sur Insta, je perds des abonnés. Ah oui? Oui, parce qu'en fait, c'est compliqué de voir un mec pleurer, quoi. Tu vois. Mais quand je dis je perds des abonnés, c'est pas je perds un peu d'abonnés. La dernière fois que j'ai posté un truc, j'ai perdu genre 300 abonnés. Ah ouais? Oui. Ok. Oui, Comment tu l'expliques? Parce que c'est compliqué, c'est chiant de voir t'as pas forcément envie de voir quelqu'un pleurer sur les réseaux sociaux et tout, quoi, tu vois, même s'il y a ça gêne, quoi. Même s'il y a un fond derrière et de voir peut-être même potentiellement un mec pleurer et tout, c'est peut-être encore plus embêtant. C'est pas comme si tu pleurais tout le temps. Non, je pleure pas non plus tout le temps. Mais tu peux te dire ok, bon, Fabrice Florent là, bon, il pleure, je scrolle et puis je passe à autre chose. De là à tu vois, se désabonner, c'est un acte aussi. Mais je trouve ça cool aussi de très bien, ça permet de faire le tri. C'est un peu une forme de tri, et donc j'ai commencé à me filmer en fait en train de pleurer. Je voyais un film qui me faisait pleurer, j'ai commencé à me filmer petit à petit en fait, tu vois. Et puis un jour j'ai fini par poster une vidéo sur les réseaux. En juillet là je suis allé faire un stage de développement perso, ça m'a éclaté la gueule. Pareil, je me suis filmé, je l'ai posté sur mon Insta. Là c'est pareil, j'ai perdu 300 abonnés. Mais je trouve ça trop cool en fait de venir dire aux gars. Recevoir quand même beaucoup de messages. Bien sûr, hyper bienveillants. Ouais, bienveillants. Mais si tu veux, les gens que ça dérange, juste ils se désabonnent. Et moi, ça me va très bien, encore une fois. Mais bien sûr, j'ai reçu plein de messages hyper bienveillants, des messages curieux aussi de mais pourquoi t'as pleuré, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Raconte. Mais je trouve ça bien aussi de pouvoir montrer que en fait, t'es un mec et tu peux pleurer et c'est ok. Ce qui fait que finalement, quand mes invités viennent chez moi et qui pleurent, en fait, c'est beaucoup plus simple pour moi d'accueillir leurs larmes. Je crois que moi, j'ai beaucoup fait ça quand mes filles étaient plus petites, tu vois. Je ne supportais pas qu'elles pleurent, mais je crois qu'en fait, je ne supportais pas
de les voir pleurer, peut-être de pas être capable de surmonter une situation. Exactement. Deux, en fait, de pas être capable de gérer leurs larmes et leurs émotions et de les prendre correctement. Je préfère les repousser et leur dire non, juste ravale tes larmes parce qu'en fait, moi, les larmes, c'est chiant, quoi, tu vois. Alors qu'en fait, non, c'est pas chiant, c'est juste une émotion, ça va bien se passer, quoi, tu vois. Et puis souvent, on associe. Ça fait du bien. J'allais dire, on associe souvent les larmes à de la tristesse, à de la colère, à un truc négatif, alors qu'en fait, ça peut être très positif aussi. Puis même être triste, c'est pas grave. Faut apprendre à être triste. Oui, c'est vrai. On a... Surtout post-Covid, quoi, ouais, tu vois. vrai, c'est vrai. On a tous été secoués assez violemment dans nos vies d'une manière générale. Bah, il y a eu des moments de down. En fait, c'est pas grave. Les moments de down, il faut apprendre à te baigner dedans. On vit aussi dans une société qui nous pousse au bonheur en permanence. Et dès que tu n'atteins pas ton idéal ou dès que tu n'en es pas même proche, ouais, c'est ça. T'es nul. Et tout de suite, c'est clair. Tu es une sous-merde. Ouais. Histoire de sous-merde. Pourquoi tu n'as jamais fait ça, non? Ouais. Bah, j'ai beaucoup trop de gens qui viendraient parler. C'est un podcast quotidien de 3 heures. Histoire de sous-merde. Histoire de le jour où je me suis pris pour une Ce sont des sous-merde. sous-merdes. Ils nous racontent leurs coulisses, leur quotidien. Et en même temps, ça pourrait être libérateur aussi. Tu vois. Ouais, il y a un concept. C'est vrai. On va parler un peu de ton organisation, Fabrice. Donc, qui fait quoi dans tous ces podcasts? Est-ce que tu montes encore tes épisodes? Non, explique-nous un peu comment tu fais. Je monte encore quelques épisodes quand ça m'arrive, quand j'ai des trucs où je me dis ok, ça va être plus touchy ou ça va être plus long de briefer mon monteur pour lui dire exactement ce que je veux que de le faire moi-même. Je préfère le faire, notamment sur, tu vois, quand je te racontais qu'il y a des épisodes un peu touchy, un peu compliqués, bah, je préfère garder la responsabilité de la réalisation parce qu'en fait je vais devoir repasser derrière quoi qu'il arrive et devoir le réécouter et tout, donc autant le faire direct. Mais tu utilises quel logiciel? Ouais, je monte sur Final Cut, moi, tu sais. Même l'audio? Ouais. Ok. Bah, j'ai appris à monter la vidéo donc, sur Final Cut. Hein, donc en fait, juste t'as pas de vidéo. Non, mais c'est vrai. Et il y a des très bons plugins, tu vois, pour mixer un peu le son et tout, qui permettent de pouvoir être nickel en audio, quoi, tu vois, en audio, en podcast. Donc ouais, j'ai un monteur qui s'appelle Antoine. Le mec est blindé quand même, parce que Final Cut, c'est 400 balles, non? Ouais. Sur un one shot. Oui, c'est ça. Je déconne. C'est moins cher que Photoshop en plus. C'est moins. Bah, Photoshop, tu sais, tu payes par abonnement maintenant. Tu payes tous les ans, donc ça. Ouais. Voilà. Non, mais si tu fais pas de. Ça fait 5 ans que j'ai mon Final Cut. C'est largement rentabilisé. C'est rentable. Donc ok, tu gères. Allez, je te resserre un peu d'eau. Ah, c'est je sais gentil. pas si on coupera ce passage, mais bon voilà, on a soif. Glou glou glou. C'est un besoin naturel. On pleure tellement Merci aussi beaucoup. qu'il faut, il faut boire de l'eau. Chiale, putain. Donc ouais, j'ai un monteur qui s'appelle Antoine à qui je confie la quasi-intégralité de mes montages. Lui, il est en freelance. On bosse ensemble depuis 1 an et demi. Et en fait, assez rapidement, le mec a compris ce que j'attendais. Donc aujourd'hui, j'écoute quasiment plus les montages qu'il fait, quoi. Parce que je sais déjà, que quand il aura une question, il va venir me la poser. Et ça, c'est cool. 2, généralement, les trucs qu'il propose, c'est exactement les trucs que j'avais en tête. Donc c'est nickel. Comment tu l'as trouvé? C'est par l'intermédiaire d'une amie à moi. Lui, à la base, il est toujours d'ailleurs, il est beatmaker. Donc il est musicien. Et en gros, il est passionné de podcast et en fait, il adore mon travail aussi, donc c'était cool. Ça lui permet de pouvoir rentrer du cash et de pouvoir facturer des trucs et de lui permettre de pouvoir financer ses projets musique. Donc, je crois que ça lui convient aussi pas trop mal. À côté de ça, j'ai une alternante en fait j'ai pris une alternante l'année passée en août dernier en me disant ok, pendant 1 an et demi, j'ai fonctionné tout seul. En tout cas, j'avais effectivement mon monteur. Et je me suis dit, ok, il est temps j'en avais marre de mettre dans le back-office et tout, tu vois. Donc, je m'étais dit, ok, trouve-toi quelqu'un. Il s'avère qu'en plus que l'État avait lancé des offres pour l'alternance et tout, qui permettaient de pouvoir embaucher des alternants plus
un peu moins cher, donc en tout cas de pouvoir financer une partie de leur salaire. J'adore l'aspect formation et d'avoir des jeunes que je peux former, donc en plus c'est trop cool. Et donc on a bossé avec cette fille qui s'appelle Jenna pendant 1 an. Là elle est partie et je l'ai remplacée par une autre qui s'appelle Samantha, avec qui on va bosser pendant 1 an et demi. Et qui s'occupe de tout l'aspect pré-prod, post-prod, de prise de rendez-vous, de récupérer les fichiers, de s'occuper des miniatures, de mettre tout ça d'organiser tout ça tout bien comme il faut. On a un logiciel qui s'appelle ClickUp qu'on utilise comme base pour tu vois, pour avoir tous nos invités, les guests, les contacts pris, etc. Tu vois, on a tout ça dedans, ça marche plutôt pas trop mal. On l'a interfacé avec Gmail, c'est plutôt chouette. ClickUp, ok, j'ai jamais entendu parler de cet outil. C'est click avec un K à la fin et up, voilà. Ok, on mettra le lien dans le descriptif. C'est plutôt cool et en fait là j'ai vu que dernièrement Google a sorti Workspace là, et j'ai vu ça et je me suis dit ok, potentiellement ça veut dire qu'un jour on peut passer à Workspace et qu'en gros ça fait à peu près le même truc, quoi, tu vois. Alors, Workspace, c'est toute la suite de Google pour les entreprises qui incluent normalement Gmail, Google Drive. Non, mais là etc. tu as un système de forum, enfin tu vois, tu as vraiment un système de gestion de projet en fait à l'intérieur de Gmail qui est un peu je sais pas trop si ça existe sur les versions normales de Gmail, je t'avoue, mais ça marche trop bien. C'est dans Workspace, d'accord. C'est dans, ouais, voilà, c'est vraiment un système où tu as un système avec un thread et une discussion pour chaque projet, donc là potentiellement pour chaque épisode et tout. Après on a un Google Drive sur lequel on balance tous les fichiers. Et puis le bon vieux phonique à l'ancienne, quoi, tu vois, que j'utilise depuis Mademoiselle depuis 2000. Je sais pas, c'est super vieux en fait ce truc. Ouais, ça se voit dans l'interface. C'est vraiment hyper vieux. Où à l'époque, moi je m'étais dit, on avait un hébergeur qui nous faisait payer la bande passante. Et en gros, ça te divise ton fichier par 2, quoi, tu vois, en MP3. Et en plus, ça permet de pouvoir légaliser et tout. Enfin, ça fait plein de trucs, c'est cool. Et ça permet de pouvoir coller des petites intros au départ, etc. Enfin, c'est vraiment trop chouette. Donc on utilise ce truc-là qui permet de pouvoir, une petite moulinette qui permet de pouvoir rendre le fichier un peu plus cool, un peu plus léger à download et tout. C'est vraiment chouette, quoi. Ok, voilà. Et la vidéo, tu l'utilises un peu? Tu sais, moi, je résiste. Non, mais c'est très intéressant parce que j'ai une chaîne YouTube quand même. Ouais. Bon, ça ferait sens. Mais j'ai un rapport. Deux même. Ouais, j'ai un rapport à la vidéo qui est particulier parce que, en gros, chez Mademoiselle, l'un des trucs que j'ai fait, c'est que j'ai lancé la vidéo. Tu sais, comme toutes les petites boîtes, en fait. Généralement, quand tu as envie de lancer un truc, moi, j'aimais bien apprendre et tout. Donc, les premières vidéos chez Mad, on a dû les lancer en 2006-2007, un truc comme ça. Sur Dailymotion à l'époque. Bien sûr. Et en fait, j'ai continué à réaliser plein de vidéos. J'ai réalisé énormément de sessions acoustiques pour Mademoiselle, des trucs où j'allais dans des cafés filmer des gus qui faisaient guitare-voix. Enfin, c'était vraiment canon. J'ai dû en faire 500, je crois. Plus, sans doute plus. En 15 ans de temps. J'en ai fait vraiment plein. J'ai réalisé aussi énormément d'interviews et de street style, un truc où en fait les meufs elles venaient dans la rue, on faisait raconte-moi tes fringues et tout, et en fait il y avait un échange un peu sympa, et j'ai fini par commencer les interviews en les faisant en vidéo à la base, mais il y a fort longtemps, en faisant des formats longs de 20, 25, 30, 40 minutes à l'époque où ça n'existait pas du tout, il n'y avait pas de format long sur YouTube. Tu vois, on était face. Mon invité était dans le canapé, j'avais des lumières sur la gueule, et puis j'avais ma caméra à côté, et puis en fait je le filmais, mais moi j'étais pas du tout dans le cadre. Et je t'avoue qu'aujourd'hui, donc ça j'ai fait ça pendant vraiment des années, j'ai dû faire une bonne centaine d'interviews avant de me mettre aux interviews podcast, mais j'ai un truc avec le podcast qui permet aux gens de pouvoir être... tu vois, là par exemple, on pourrait être dans un canapé complètement en slip si on voulait, quoi, tu vois, et en fait ça marcherait. Là où la vidéo, il y a quand même, tu vois, des lumières, des caméras, tu vois, t'as plus de... C'est tout de suite un disque dur. Oui, c'est tout de suite un cérémonial différent de l'audio, ouais, c'est vrai. Là où, tu vois, tout à l'heure, t'es en train de bidouiller, tu
tu perds le fil. Ça Ouais, y est, c'est vrai. tu sors de l'interview en tant qu'intervieweur. Moi, c'est un truc que je déteste, tu vois, dès qu'il y a un souci. Donc, il faut que ce soit le plus clean possible et le plus simple possible. Après, j'ai un autre gros souci avec, d'une manière générale, les plateformes et les réseaux sociaux. Je ne joue pas le jeu que je pourrais jouer. Ça m'intéresse pas. Je le fais comme ci, comme ça. Je mets je mets le petit orteil pour voir la température de l'eau. Ça me gonfle. Je déteste Meta d'une manière générale. Zuckerberg me gonfle. J'ai un peu un truc, mais Zuckerberg me gonfle depuis 2010, quoi, tu vois, où je me suis dit, mais ok, c'était génial Facebook pendant des années, tu vois. Et puis en fait, à un moment donné, je me souviens très bien, il y a eu un truc où je me suis dit, ok, le jour où ils peuvent décider de flinguer, juste en changeant l'algorithme, de te flinguer ton audience. Ce qu'ils ont fait déjà. Hein. Plein de fois. Tu l'as bien connu sur Mademoiselle. Hein. Oui. Oh là là, Ouais, ils n'arrêtent pas. Quand je gérais 01net, ils ont changé une virgule dans l'algo et on a perdu 30% de visites du jour au lendemain. Merci. Et ça, si tu veux, il y a un truc qui me chiffonne par rapport à ça, de ne pas avoir la main sur mon audience, quoi. Quand je vois plein de créatrices, tu vois, des photographes, etc., qui passent leur temps à flouter les tétons, etc., pour rentrer dans les normes que Zuckerberg il veut bien, parce qu'en fait, l'Amérique puritaine, etc. J'ai un peu un côté vieux con et réac, tu vois. Mais en même temps, moi, j'aimais bien l'Internet ouvert, quoi, tu vois. Il y a un truc de c'était mieux avant. Et tu vois, l'intégralité des créatrices qui viennent me voir, souvent, je leur dis, mais en fait, crée-toi une newsletter, refais-toi un blog à l'ancienne, crée-toi un vieux site. Ta propre communauté. Ouais. Ta communauté, ta plateforme qui t'appartient en fait. Et où Zuckerberg, il décide pas du jour au lendemain de te flinguer ton truc parce que tu as décidé de foutre un téton en photo, quoi. Tu vois, que tu as oublié de flouter un téton ou bref. C'est un peu l'avantage du podcast, entre guillemets, c'est que par définition, ça repose sur une techno qui est très ancienne, qui est juste un flux RSS, qui indique à un agrégateur où aller chercher un fichier audio ou vidéo d'ailleurs, parce qu'il y avait aussi beaucoup de podcasts vidéo il y a plus de 10 ans. Il y a fort longtemps. C'est ça. Putain, tu le fais hyper bien. Oui, je sais. C'est le père Fouras. Et c'est vrai que t'es pas du tout dépendant des plateformes loguées, on va dire. Mais il y a une guerre, tu vois, qui joue entre Spotify qui cherche à avoir un maximum d'originals et d'avoir des formats eux. Et je comprends, en fait, c'est leur business. Et YouTube qui a des plans quand même assez ambitieux sur l'univers du podcast, donc avec un impact possible sur la monétisation, sur les datas, etc. Ouais. C'est très intéressant ce qui est en train de se jouer. Et moi, je suis plutôt pour l'Internet ouvert. Et je suis musique là en ce moment quand même. Pardon, je te coupe sur la fin programmée des réseaux sociaux grand public en tout cas. Je sais pas. Facebook quand même qui est en grosse perte de vitesse. Je sais pas si tu vois encore. Moi, je suis un vieux de l'internet. On dit que. Donc toi, t'es encore sur Facebook alors. Alors, déjà oui, mais surtout pour voir les anniversaires de mes amis. Et mes souvenirs aussi, c'est très intéressant. Il n'y a plus que ça. Il y a plus que pour ça que j'utilise. J'ai viré plein de trucs. Mais tu vois, par exemple, j'ai plus l'appli depuis des plombes, quoi, tu vois. Et l'appli Instagram, je la mets, je l'enlève, quoi, tu vois, ça me saoule. Mais tu vois, pour revenir à la fin des réseaux sociaux, moi, j'ai entendu 42 000 fois la fin de l'email, quoi, tu vois. C'est bon, l'email est terminé, on va plus... Non, l'email est toujours là, quoi, tu vois. Et l'email est toujours bien là, et toujours là au top, quoi. Donc, 2 secondes avant de faire les prophètes, quoi. Tu vois, vraiment, c'est... Mais je comprends qu'il y ait des gens qui aient besoin de produire du discours, et surtout dans les agences de com et tout, tu vois, de venir dire, mais en fait, si ça va vers un Internet un peu plus ouvert, franchement, moi, je prends, quoi. Je suis vraiment hyper preneur. Et ouais, les blogs à l'époque, tu vois, où tu avais des gens qui ont passé notre temps à faire des liens entre nous, tu linkais. Là, aujourd'hui, tu repostes un truc sur Insta, tu viens pas dire d'où tu l'as trouvé, en fait, ce truc, alors que pour moi, c'est hyper important. Ouais, je suis d'accord. Pourquoi tu viens pas dire, je l'ai trouvé via machin, quoi. Mais parce qu'il y avait un truc de faire découvrir, de partage. Un peu moins le cas aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Un peu vieux con, non? Un peu vieux con, peut-être. Ouais, t'es pas si vieux. Non, juste. Qu'est-ce que t'es con? Je suis un vieux de l'internet, en tout cas, ça c'est sûr. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ouais, le podcast, les réseaux sociaux, tu mets un petit orteil, bon, ce qui ne t'empêche pas d'avoir une vingtaine de milliers d'abonnés sur YouTube quand même. Un peu plus de 2000 abonnés aussi sur Twitch. TikTok, encore moins, du coup. Ouais, c'est pareil. C'est marrant, j'ai posté un TikTok, il a fait genre 100 000 vues. Ouais. Et j'ai eu 0 abonnement. Et je me suis dit, ok, c'est génial TikTok. TikTok. Voilà. Mais c'est super dur de gagner
de gagner de la fidélité, parce qu'en fait, moi je vois mes filles, et puis même moi quand je consomme TikTok, parce que je consomme un peu TikTok aussi, moi j'ai plutôt tendance à m'arrêter sur putain, qui c'est qui a fait ça, c'est trop intéressant, parce que j'ai un peu mon œil mademoiselle, quoi. Mais globalement, mes filles, elles font juste ça, quoi, tu vois, et en fait elles zappent en permanence. Et puis elles prennent 10 secondes, et en fait ça zappe à autre chose, etc. Donc, ouais. On a parlé d'argent très rapidement tout à l'heure. Tu pourras en vivre totalement de tes podcasts aujourd'hui? Alors l'un des trucs que j'essaie de faire, c'est de plus dire je vis de mes podcasts, mais je paye mes factures grâce à mes podcasts. Parce que tu sais, j'ai un podcast qui s'appelle Histoire d'argent. Et l'un des trucs, c'est de venir dire, tu vois, l'un des billets qu'on se met dans la tête, c'est que, en fait, si on n'a plus d'argent, on ne pourra plus vivre. Oui. Alors que, bien sûr que non. Tu peux ne plus avoir d'argent et continuer à vivre. C'est vrai. Juste tu vivras moins riche, mais tu continueras à vivre. Et en même temps, quand tu dis je paye mes factures, ça veut dire que tu te payes le strict minimum, mais tous tes petits plaisirs qu'on aime bien avoir, c'est compliqué, non? En gros, mon chiffre d'affaires de l'année passée sur mes podcasts tourne autour de 110 000 euros. Donc ouais, j'ai pu tu vois, me payer une fois que tu enlèves toutes les charges, tous les machins, mes frais, etc. Ouais, j'ai pu me payer correctement, mais après mon objectif n'est pas non plus de gagner des millions d'euros, c'est juste de vivre bien et d'être heureux et d'être serein. C'est peut-être la quarantaine, tu vois, qui commence la quarantaine un peu tassée. Tu viens de définir le bonheur, non? Bah oui, mais pendant très longtemps, tu vois, je considérais que le bonheur, c'était de sacrifier... je sais même pas si c'était toujours plus, mais c'est juste sacrifier l'intégralité de ma vie à mon projet qui était plus important que tout, quoi, tu vois, qui était Mademoiselle. Et aujourd'hui, je me dis, non, en vrai, de la sérénité, ne plus avoir mal au dos quand tu te lèves le matin, non pas parce que en fait, tu dors sur un sommier éclaté, mais parce qu'en fait, juste, ton stress, tu as mal au dos de stress et que tu n'arrives plus à te lever. En vrai c'est pas mal, hein, c'est vraiment cool. Donc si ça me permet de pouvoir m'amuser, de pouvoir continuer à faire des trucs où je me sens hyper aligné, hyper à l'aise, l'exercice de l'interview, j'y suis vraiment, je me sens comme un poisson dans l'eau, quoi. Et puis en plus ça va, plus j'en fais, meilleur je suis, plus je suis de plus en plus fin, tu vois, et en fait plus je prends de plaisir aussi, plus mes invités prennent de plaisir, plus mon audience prend du plaisir, et en fait pour moi il n'y a que ça qui compte. C'est cool d'arriver à gagner de l'argent avec, mais l'un des trucs les plus importants pour moi, c'est avant tout de réussir à kiffer, quoi, tu vois. Mais après, oui, je me considère très chanceux, vraiment très très chanceux. Il n'y a pas beaucoup de producteurs de podcasts indépendants qui arrivent à gagner leur vie, à payer leurs factures justement avec leur podcast. Tu as redit gagner ta vie. Ouais, je sais. Je te le dis, hein, c'est compliqué. J'arrive pas à le faire. Moi, je fais hyper mal le buzzer, tu vois, par exemple. Je vais pas le refaire, c'était trop gênant. Super. Et donc, est-ce que tu as quelques projets? Je sais que tu as lancé il y a pas longtemps, il y a quelques mois, c'était Histoire de divorce? C'était Deuxième vie après le divorce. Deuxième vie après le divorce. Ouais. Et, qui était un podcast pour le coup éphémère, 6 épisodes, quoi. Ouais. Mais je trouvais ça très cool, très chouette. Et c'est vrai que là aussi, sur ce sujet, il y a un peu un manque de littérature, entre guillemets. Ouais. Il y a beaucoup de trucs techniques. C'est ça, mais juridique, mais il n'y a rien autour de l'émotion. Son avocat, et la garde des enfants, mais rien sur comment tu gères vraiment ces situations compliquées. Non, mais c'est vrai, émotionnellement, les émotions de tes enfants, c'est des périodes, c'est des moments compliqués. Donc très chouette, Merci. Ça a bien marché. Ouais. On l'a lancé pendant l'été. En vrai, on l'a enregistré 1 an auparavant. Et tu vois, avec MyUA, ouais. Et pendant 1 an, j'ai cherché un sponsor que j'ai jamais réussi à trouver. Et donc, c'est un sujet avec ces thématiques un peu qui sont. Mais pour moi, il y avait moyen d'aller, d'aller chercher, je sais pas, une appli de rencontre, un truc comme ça, parce qu'en vrai, on parle aussi de ça. Ça n'a pas marché. C'est pas très grave. On a fini par le lancer et on a récolté, je sais plus, on a eu 100 000 écoutes en 1 mois, en fait, tu vois, pendant l'été. Ah ouais, donc trop cool, et surtout énormément de messages. Toi, tu m'as envoyé un message, mais énormément de messages hyper bienveillants de gens qui passaient, par exemple, leurs premières vacances sans leurs enfants après un divorce. Et c'est toujours compliqué, et apparemment, ça les a vraiment, ça leur a filé un coup de main, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool.
Et tiens, juste petit aparté, bon, ok, 100 000 écoutes. Si tu branches, comme on dit dans notre jargon, un flux de publicité en programmatique, je sais que ta régie Acast le fait. Bon, Ouais. ça te permet quand même de générer quelques revenus. Et Ouais. à minima de couvrir la prod au moins, quoi. Oui, c'est ça. Bah, c'était un peu mon objectif en Mhm. fait quand on l'a lancé, c'est que bah, là j'ai payé mon monteur et tout, donc au moins c'était cool. On n'a pas réussi à gagner d'argent, en tout cas sur ce coup-là. On verra s'il y a d'autres choses, mais pour moi c'était important aussi de le faire et de le lancer, même s'il n'y avait pas d'annonceur. Juste déjà aussi pour me rendre compte que c'était possible de le faire. Donc là par exemple, j'ai lancé là au début novembre un podcast qui s'appelle Trouver sa raison d'être, qui est basé sur un questionnaire qui a été créé par un chercheur en prospective Mhm. qui s'appelle Martin Serralta, qui a créé 30 questions et qui fait une formation hyper sérieuse en plus. Hein, tu vois, c'est hyper sérieux comme question pour t'amener à aller chercher ta raison d'être. Donc en gros, c'est quoi ton élan de vie? C'est quoi les trucs dans lesquels tu te sens le mieux et dans lesquels tu te sens vivant? Et en fait, j'ai interviewé un ami à moi qui s'appelle William Régeau, qui a écrit un bouquin à partir de ces 30 questions. Et quand je l'ai interviewé, je lui ai dit, mais viens, on en fait un podcast qu'on va sortir pendant un mois. Et donc on y est là, tu vois, on est en plein dedans. C'est ultra cool, vraiment. Et il y a plein de gens qui... Donc vraiment, l'idée, c'est, ok, la question du jour, c'est ça. Voilà un peu voilà pourquoi cette question est posée avec Martin, et puis après on pose la question de ce que ça nous évoque. Ces questions ne sont pas faciles en plus, hein, vraiment, c'est des questions pas évidentes. Et ça, tu vois, on lance ça sur le mois et ça marche trop bien. Et je trouve ça hyper cool de pouvoir l'offrir à disposition. Il y a des gens qui m'envoient des photos de leur carnet qui sont en train de gribouiller et tout, tu vois. Donc c'est trop cool, quoi. Ok, donc c'est parce que justement c'est l'action que j'allais te poser. C'est quel format? C'est un format conversationnel, c'est ça? C'est 5 minutes tous les jours. 5 minutes tous les jours pendant un mois. Pendant Ok, un très mois, bien. et Avec après, un c'est aspect fini. très didactique, pratique, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Il y a une intro de 15 minutes sur ok, c'est quoi la raison d'être et d'où ça sort. Et puis après, tous les jours, donc en gros, n'importe qui peut commencer et se dire ok, pendant 30 jours, j'ai un podcast que je peux aller suivre et aller écouter tous les jours et faire en sorte de faire le taf, quoi. C'est trop intéressant. Okay. C'est important de mettre du sens dans son boulot. Et ça, j'arrête pas de parler d'argent, mais ça, imaginons, c'est typiquement un contenu qui peut aussi vivre sa vie dans une masterclass que tu peux vendre. Ouais. Ouais. Ouais, mais non, déjà ce format-là m'appartient pas, tu vois. Donc, ce questionnaire-là m'appartient pas. C'est des questions que je me pose, tu vois, de me dire, ok, est-ce que y a un truc à faire autour de tout ce que j'ai pu apprendre dans mes sujets, parce qu'en fait j'ai appris plein de choses, et d'en faire des formations et de me permettre de pouvoir monétiser d'une manière ou d'une autre mon savoir-faire. Work in progress. Ok. Ouais, work in progress. L'un des trucs que je vais lancer là bientôt, c'est que je vais lancer un Patreon pour inciter ma commu à me filer des sous. Et déjà ça pour moi c'est un énorme pas en avant parce que c'est un truc que j'ai jamais fait. Et j'avais déjà beaucoup de mal à le faire à l'époque où j'étais le boss de Mademoiselle, mais alors là aujourd'hui en mon nom c'est complexe pour moi. Ok, ça marche. On va suivre tout ça, Fabrice. Avant de te quitter, je ne peux pas te laisser partir sans nous donner une vision du futur, parce que on a vu depuis le début de cet épisode, tu es visionnaire. Donc allez, 5 questions que je vais essayer de trouver là comme ça. La première, à quoi va ressembler l'iPhone? Attends, là on en est à l'iPhone 14, l'iPhone 34. Waouh, déjà il sera tout petit. Pour moi, c'est vraiment ce truc d'aller de plus en plus vers du petit. C'est très marrant que les écrans s'agrandissent de plus en plus, mais je crois qu'on va revenir à un moment donné à un truc plutôt plus pratique et plus petit. Tu vois, par exemple, moi, j'ai l'iPhone mini, et plus jamais dans ma vie, j'aurai un iPhone qui me prend toute la place dans ma poche. Rendez-vous dans 20 ans. Deuxième question. Où en sera Mark Zuckerberg dans 20 ans, ton ami? Eh bien, ce sera sans doute, il aura uploadé sa mémoire et son cerveau dans le cloud, et j'espère qu'un jour Internet coupera et que de ce fait-là, Mark Zuckerberg, on sera débarrassé. J'ai beaucoup de mal avec les très gros riches comme ça qui font n'importe quoi, tu vois, voilà. Et puis lui, Elon. Ouais, lui, il est complètement fou, quoi. Ou génial, ça dépend des... Mais ouais. Moi, j'opte pour fou, là. Là, ce qu'il est en train de faire en ce moment, on a il a génial de moins en moins, quand même. C'est barré en couille, quoi.
Le 17 novembre 2044, tirage du loto. Donne-moi les numéros. 5 et 2 complémentaires. Waouh. Alors le 17, le 25, le 42 et le 5. Et le numéro complémentaire. Je crois qu'il y en a 2. Ah ouais? Hein, il y en a 1 ou 2? Je sais pas. Vas-y. Le 11 et le 15. Très bien. Waouh. Est-ce C'est que la première fois qu'on me pose cette question. Est-ce que Histoire de mec existera encore en 2044? Ah, non seulement Histoire de mec existera encore, mais Histoire de mec sera sans doute le podcast le plus écouté parce que tous les mecs auront compris que c'est trop intéressant de s'ouvrir à ses émotions et d'arrêter d'être juste un mec dans lequel le patriarcat nous a enfermés, c'est-à-dire un bonhomme, tu vois, il faut pas qu'on soit... Voilà. Non, c'est cool aussi. Et c'est cool d'être un bonhomme, tu vois. Je suis pas en train de dire il faut mettre ça de côté, il faut mettre tout ça de côté. Non, c'est trop bien. Mais juste un peu des deux, quoi. C'est trop bien. Allez, et la dernière, une personnalité qui est déjà âgée aujourd'hui et qui sera encore vivante dans 20 ans et qui n'est pas Michel Drucker. Alors, tu vois, j'ai interviewé ce mec qui s'appelle Gilles Boeuf, qui est un biologiste, qui est fabuleux et qui explique, qui est un biologiste optimiste notamment par rapport au changement climatique et tout, qui est canon parce que il a 72 ans et il est hyper jeune dans sa tête et il a engrainé tous les jeunes qui sont aujourd'hui des militants pour le climat, tu vois, parce que c'est vraiment son truc. Lui, il bosse sur le vivant. Je l'ai adoré. Franchement, c'est vraiment un bonheur. Et je me dis que c'est canon aussi d'avoir des mecs de 72 balais comme ça, qui sont hyper frais, hyper intelligents, qui sont encore hyper éveillés sur ce qui se passe dans le monde. Il n'y en avait pas beaucoup quand j'étais plus jeune, tu vois, des vieux. Et moi, dans ma tête, il y avait un peu ce truc de 72 ans, je serai à la retraite. Alors que non, pas du tout, en fait. Tu peux encore être ultra actif et faire plein de trucs. Donc, la réponse est Gilles Boeuf. Gilles Boeuf, adorable. Merci beaucoup Fabrice pour cette heure et 20 minutes passées ensemble. C'était trop chouette. C'était long. Ouais. Ok. C'était long, mais c'était bien. C'était long, mais c'était bon. Merci beaucoup. On va foncer écouter cet épisode avec Gilles Boeuf, découvrir aussi ta série La Quotidienne dont tu nous as parlé. Et on te souhaite de gagner au loto dans 20 ans. Waouh. On nous souhaite à tous de gagner au loto dans 20 ans. Jouez tous avec mes numéros, mais de ce fait-là, ça sera vachement diffus, quoi. Tu vois, il y aura plus beaucoup, ça sera plus très cher. Non, je sais pas. Ouais, peut-être. Plus avec l'inflation actuelle, je pense que le montant à gagner sera de 1800 millions de milliards d'euros. Peut-être ce sera en Bitcoin déjà. Ah, peut-être. Si ça existe encore. Oui. Merci beaucoup Fabrice. Avec plaisir. À bientôt. Ciao.